et pas forcément son succès. C'est pas le fait d'acheter une marque très, très chère, une voiture très chère, qui est, vecteur de valeur en Chine, c'est parfois même mal vu et donc du coup, le fait de montrer son identité donne lieu à une explosion d'identités différentes et une explosion de marques qui peuvent répondre à cette identité, ce qui fragilise quelque part le luxe, qui se caractérisait, beaucoup par, le fait de montrer le succès et donc de le véhiculer par des prix, assez élevés pour des matériaux extraordinaires. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de marques, dans des secteurs comme le sport, l'outdoor et cetera, qui se développent parce elles représentent, l'identité du consommateur et c'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu émerger beaucoup depuis, 3-4 ans, et ça n'a fait que continuer. Ça a ouvert la porte aussi aux marques chinoises, puisque les marques chinoises n'étaient pas forcément les mieux armées pour représenter, le succès et le positionnement prix, mais pour le coup, savent très bien comprendre cette dynamique identitaire. Donc ça, c'est vrai en termes de marque, c'est vrai également en termes de secteur puisque ça, s'est accompagné de la croissance de secteurs comme le parfum. Enfin, il y a pas plus identitaire comme produit que le parfum. Le parfum, s'est mis à beaucoup se développer, voire à exploser en Chine. C'est pas du tout un produit qui se vendait en Chine. Beaucoup de marques dans, des niches de mode, hein, j'en ai parlé un peu, le sport et cetera, le home lifestyle et cetera, dans beaucoup de segments qui n'étaient pas très exploités, avec une relation, à la marque qui est une relation qui ressemble plus à ce qu'on connaît nous. Le wellness, le développement durable, une consommation qui est aussi liée, au prix et un peu plus rationnelle, le storytelling qui est devenu fondamental, le côté immersif. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on connaît beaucoup dans nos environnements retail expérientiels et qui n'étaient pas forcément les premières choses, qu'on connaissait, ou qu'on attendait, en Chine, avec quand même quelques particularités, me semble-t-il. La première, c'est que les consommateurs chinois restent extrêmement jeunes, pour plein de raisons, on pourra y revenir. Ils sont extrêmement jeunes, ils sont extrêmement digitalisés et ils cherchent une forme d'adéquation ou de pertinence culturelle. Alors, ça, c'est un point sur lequel ça mérite qu'on s'arrête un instant. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent à tout prix des marques chinoises et qu'ils veulent plus des marques occidentales. C'est pas vrai. D'ailleurs, l'écrasante majorité, des marques, au sens marque, hein, développées en Chine, sont des marques occidentales. Vous avez des marques chinoises qui rayonnent et qui se développent très, très bien. Il y en a d'ailleurs du reste qui ont toujours bien réussi. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une pertinence. Il faut qu'il y ait un travail d'éco, culturel qui peut être travaillé aussi par des marques occidentales. Hem Et ça, c'est quelque chose d'important parce que les Chinois et les jeunes Chinois en particulier, eux-mêmes sont en train de se définir dans une équation mondiale et estiment qu'ils ne sont pas simplement des acheteurs en bout de chaîne qui vont venir acheter nos produits, mais qu'eux aussi ont leur goût, leurs souhaits, et leur droit d'exister, c'est une évidence. Mais surtout, le fait aussi d'être respectés et parfois sont très sensibles sur des petites erreurs qui peuvent être faites, par les marques qui sont loin d'eux et qui, ont pu faire quelques approximations. Voilà. Le point important, me semble-t-il, c'est la jeunesse. C'est des clients extrêmement jeunes pour une raison simple, c'est qu'avec la politique de l'enfant unique, si vous voulez, vous avez 2 grands-parents qui ont eu un enfant, 2 autres grands-parents qui ont eu un enfant et ces 2 parents qui ont eu, un enfant. Donc d'un point de vue mathématique, vous avez 4 grands-parents, 2 parents et un enfant. Alors vous allez dire: «C'est pas des jeunes» puisqu'il y a 6 personnes qui sont, pas jeunes versus un. Mais au contraire, ces personnes-là ont plutôt, vécu dans un cadre frugal, et ont plutôt économisé pour les générations suivantes. Les parents, eux, vivent, les enfants dépensent. Le problème, c'est pas ce système pyramidal, c'est qu'en fait, il y a de moins en moins d'enfants, puisque les Chinois eux-mêmes sont de moins en moins, enclins, motivés à avoir des enfants, ce qui pose des problèmes beaucoup plus graves du reste. Mais les consommateurs qu'il y a sur le marché sont très jeunes. Si vous vous baladez à Shanghai, à Canton, à Shenzhen, vous êtes dans les rues commerçantes, vous serez étonné, de l'extrême jeunesse, des consommateurs, ce qui est en général un très bon signe, parce que ça montre bien que d'abord, un, les consommateurs jeunes connaissent moins les marques par définition, qui sont sur le marché depuis moins longtemps et donc il y a aussi la capacité, d'engager avec eux, de leur faire découvrir de nouvelles choses, de leur donner des éléments, identitaires et cetera et cetera et cetera. Et là, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'en fait, la croissance, vous avez ici les ventes donc retail, mode year on year, vous voyez que la Chine, hein, qui est en bas, n'a pas forcément à avoir particulièrement honte. On est sur des croissances qui sont certes relativement faibles, hein, de 1, à 3 mais qui sont similaires avec ce qu'on a dans le reste du monde. Donc
on n'est pas complètement en décrochage, comme on a pu l'être dans le luxe il y a 2-3 ans, où vous voyez que si la croissance mondiale était de l'ordre de 1 à 2, en Chine, on était à -8. Donc le luxe, c'est un peu un segment à part et on pourra en parler plus tard, particulièrement pour la question du prix et du prix du produit. Mais sur la mode, globalement, on a un marché qui se recompose avec, des marques qui sortent, des marques qui réussissent extraordinairement bien, mais un marché qui néanmoins continue à avoir des drivers de croissance. Manon, je ne sais pas si tu es connectée. Oui, yes, oui. Est-ce que tu aurais envie d'expliquer un petit peu, ces éléments? Peut-être même que tu peux le faire en anglais, parce que j'ose espérer que tous ceux d'entre nous qui veulent aller en Chine, ont commencé par l'anglais. Anne-Laure, ça te dérange pas si Manon parle un peu en anglais? Non, aucun problème. Au contraire. Manon, Vas-y, t'écouter maintenant. Yeah, hi. So here the point is more to highlight the growth driver in China when we compare to Europe and the US, actually based on this like the state of fashion by McKinsey in for the estimation of 2026. The China still, even the GDP growth is still like deliver like 4.2%, and actually they noticed that the sportswear it's the sales in fashion, they're growing like 9%. It's like outperforming the average. So like sportswear, casual wear, lifestyle, all the fashion they are today tapping the wellness, the well-being, I will say the scenario, it's gaining lots of attractions in China, especially post the COVID. This is the main point. And for the luxury side, actually, we can see even the market is I was say slowing down, but the high net worth individuals' demands they are growing because more, as Jonathan mentioned, more rich people after the COVID, now they are used to shop at home and they have a higher expectations of what the brands propose in terms of service, products, and environment in China, local mainland. donc je vais reprendre en français, hein, mais donc Oui. en fait, on voit bien qu'il y a une sophistication, du marché avec certains segments, on a parlé du sportswear, qui, surperforment et je pense beaucoup de place, pour la croissance de beaucoup d'acteurs. Ça, c'est ma conviction profonde. Cette dynamique de consommateur, on en a parlé, mais je pense qu'il faut quand même la garder à l'esprit et c'est important parce que en fait, ça montre bien que ce qui a marché hier en Chine peut ne plus marcher, mais le fait qu'on n'était pas encore en Chine n'est pas forcément la fin du monde, ou du monde de demain et il y a probablement des choses à y faire. Alors, ce qui a changé en Chine néanmoins, il faut dire la vérité, c'est qu'il y a beaucoup moins d'étrangers. Avant le Covid, il y avait jusqu'à 20-25 000 Français à Shanghai. Il doit y en avoir aujourd'hui 5 ou 6 000. Donc ça veut dire moins de contacts sur place qui peuvent nous aider, nous accompagner, et cetera. C'est vrai, pas uniquement au niveau, des expatriés, c'est vrai aussi dans, le fait de pouvoir aller sur place, de payer. Enfin, il y a eu quand même une forme d'autonomie plus forte, de la Chine dans son mode de développement et donc, il y a un côté un petit peu plus peut-être, exotique, ou complexe de prime abord, de la Chine qui s'est modernisée sans forcément, s'occidentaliser dans son quotidien. Mais à nouveau, pour moi, ça ouvre des portes aussi, à condition d'être prêt à faire cet extra mile, d'aller essayer vraiment de comprendre ce qui s'y passe, et de travailler différemment ce marché-là, comme peut-être il y a 20 ans. En fait, pour moi, la Chine aujourd'hui me rappelle beaucoup de la Chine d'il y a 20 ans. C'est une Chine, qui ne nous attend pas, mais qui en même temps, quand on fait cet effort, vu qu'il y a moins de monde, elle est prête, à le «surrémunérer» entre guillemets, puisque justement il y a beaucoup moins de monde, il y a beaucoup moins d'étrangers, il y a moins de marques, honnêtement étrangères qui réussissent. Il y a beaucoup qui sont présentes, mais il y a une forme de lassitude sur les marques existantes et clairement, on a un consommateur qui lui, va survaloriser, donc la Chine, vous l'avez ici en orange, tout ce qui est la créativité, l'innovation, l'exclusivité. C'est en Chine ce qui est fondamental. C'est-à-dire, le consommateur, si on lui vend la même chose qu'on lui vend ailleurs un peu plus cher, il n'aura aucun intérêt. Par contre, il est en attente effectivement de quelque chose qui va être beaucoup, beaucoup plus innovant et créatif même que chez nous. En fait, on a une vision du temps, en France qui est très décalée par rapport à la Chine. Enfin, je considère qu'on est plutôt la base, mais on va dire que la vision du temps en Chine est très décalée par rapport à la nôtre.
puisque en Chine, tout va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, l'idée même d'innovation ou de marque innovante ou créative n'a rien à voir avec nous. Nous, on a 2 collections par an. En Chine, une marque créative, elle peut changer tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, il y a une nouvelle marque qui rentre, qui sort, etc. Donc, cette idée même d'innovation est vue avec une vélocité beaucoup plus forte, ce qui explique une sursensibilité sur l'échec ou la réussite. Prenez des marques, par exemple, comme, je ne sais pas moi, Miu Miu ou Loewe. Quand les marques commençaient à réussir à plus 5, 10 au niveau mondial, en Chine, elles faisaient plus 50, plus 60, plus 80. Mais d'autres marques, quand elles étaient en dérapage ou qu'elles perdaient un peu pied, comme Burberry ou Gucci, bah, quand elles faisaient moins 10, moins 20, en Chine, elles faisaient moins 80. Donc en fait, vous avez ce côté un petit peu extrême, à la hausse comme à la baisse, qui demande d'avoir une position très claire. Et si vous venez avec une position claire, je suis une marque, j'ai une identité, je veux la mettre en avant, etc., etc., la Chine fait partie encore des lieux où on peut l'exprimer, à nouveau à condition de respecter les règles du jeu. J'admets qu'elles sont plus dures qu'avant, parce qu'on a des consommateurs, vous voyez, qui sont très, très exigeants sur beaucoup de choses. Là, on s'est amusé à regarder un petit peu les thèmes clés qui remontaient, mais il y a un taux de retour, on le sait en Chine, qui est extrêmement élevé sur les commandes en ligne. Extrêmement élevé, ça veut dire entre 60 et 95%. C'est extrêmement élevé. Mais pourquoi les gens retournent les produits? Ça n'amuse personne de commander un produit et de le renvoyer. Enfin, je veux dire, c'est pas un sport ni un hobby. C'est juste qu'en fait, alors il y a plein de choses, il y a plein de raisons, il y a des achats, il y a des discounts, etc. Mais néanmoins, il y a aussi une grande partie de la population qui achète sur un coup de tête parce qu'il s'avère génial et qui, quand ils l'essayent, bah, ils aiment pas. Voilà, point. Ils aiment pas parce que leur ressenti n'est pas le bon, le toucher. Donc, il y a un côté extrêmement exigeant et donc, du coup, qui demande vraiment de réfléchir sur les matériaux utilisés, la taille, etc. Parce que, quel que soit le positionnement prix qu'on a, de toute façon, vous aurez en Chine quelqu'un qui fait quelque chose qui ressemble à la même chose 10 fois moins cher. Ce sera beaucoup moins bon, hein. Ce sera beaucoup moins bon, beaucoup moins bien, mais on pourra toujours trouver pas cher. Donc en fait, il faut être assez clair sur la proposition de valeur. Alors justement, si on s'intéresse au pourquoi, on a demandé à nos équipes de regarder un petit peu quels étaient les types de matières qu'on voyait le plus grandir, ou en plus forte croissance au cours des 12 derniers mois sur les logiciels, donc sur nos logiciels de Ritech, ou en tout cas ceux qui auraient la plus grande croissance avec une grande différence vis-à-vis de l'Europe ou de la France, pour voir un peu des traits saillants. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous que vous fassiez à faire des plumes et du sequin, mais c'est juste pour montrer que ce marché, il a sa manière de fonctionner qui est assez particulière et qui fait ressortir des choix un petit peu extrêmes, clivants ou en tout cas identifiants. Manon, maybe I'm going to give you the mic again if you don't mind doing the ping pong with me, because I have to admit that you're much better at feathers than I am. Yeah, the idea here is more to say back the slide previous to, it's like the social discussion on Chinese. So today if you are thinking about like building the brand buzz on China's social media, the key topic Chinese fashion consumers, they would ask about your brand, ask about your product. It's around the fit, quality, fabric, and there are some question also about the styling, outfit. So I think this can actually like provide some guidance to brands, like maybe create more content or discussion about the fit, the fabric, the quality, because it's this kind of content that will convince, like demonstrate the brand value and make you differentiate like from the other brand. As Jonathan said, like they can make 10 times cheaper, but it's not exactly the same. And the Chinese people, they are actually the key topics here shows consumers they are willing to pay a bit extra premium value for the little detail that makes the difference. And that's why like so if we go back to the trends, so actually here we are trying to show you maybe like, for example, here we list based on our tools the top fabrics that are growing in China, and we compare with how this fabric is growing in Europe. It's just to give like a global idea for you to compare. So maybe when you go to China, you think about like adjust your product assortment a little bit. You push a little bit more products, the fabric that
are more, I would say, trendy in China. It's more to say it will not be exactly the same as what is trending in Europe today. So, And if I may, yeah, si je yeah. peux continuer là-dessus, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas hésiter, en fait, en réalité. Parce que vous voyez qu'ici, ce qu'on voit et les tendances qu'on peut voir sur des sous-catégories, on les a pris de manière, je dirais pas aléatoire, parce que c'est pas aléatoire, mais c'était peu plus pour illustrer le fait qu'il ne faut pas hésiter à oser. Il faut oser en Chine. Il faut oser parce qu'il y a de tout. Et donc, effectivement, à un moment donné, s'il y a de tout, vous devez vous différencier. Donc là, on a pris une tendance qu'on a projetée puisqu'on a des logiciels prédictifs qui vont jusqu'à 24 mois. Et vous voyez ici que sur certaines catégories, que ce soit sur les matières, que ce soit sur les couleurs qui vont ressortir, il y a certes un mélange de deux choses, à mon sens. Et je suis clairement pas un spécialiste ni de la mode ni de la couleur, vous pouvez le voir à ma chemise. Mais il y a deux choses. On a des couleurs qui sont des couleurs assez, je dirais, osées. La couleur la plus en croissance, c'est quand même le gold. Pas la couleur qu'on met tous les matins en se levant. Et puis, vous avez des couleurs plus foncées. Vous avez ici chestnut, cinnamon, etc. Mais qui ont quand même une forme de sophistication. L'idée, c'est pas de dire c'est du noir et du vert, quoi. Donc, à chaque fois, ce sont des statements qui sont assez forts parce qu'il y a une volonté de différenciation et de sophistication, me semble-t-il, qu'on voit assez bien sur les couleurs qui sont le plus en croissance portées, avec une particularité, c'est que ce que nous regardons chez Euritech est un tout petit peu biaisé. Euritech, nous analysons entre 3 et 5 millions d'images par jour sur les réseaux sociaux. En Chine, et principalement sur Instagram, au niveau mondial, en Chine, on ne regarde pas Instagram pour une raison assez simple, c'est qu'il n'y est pas présent. Mais on va regarder principalement sur Hongshu, donc qui est Little Red Book, Douyin, TikTok, mais on va regarder beaucoup les tier 1, donc qui sont les grandes villes chinoises. Donc ce qu'on vous montre là sont plutôt des tendances tirées par les grandes villes que des villes de tier 2, tier 3, tier 4. Voilà, c'est quand même une précision que je souhaitais amener. Manon, would you like to talk a little bit about gold and chestnut? Yeah, I can. So for the gold, it's if you go to the slide later, so for each category, we zoom in the most trending, the biggest movement we see. So for example, in China, the gold is like 23% growth versus like -8 in the global. And this is a trend that's adopted by the consistent riser. We say it's like a trend setter and early adopters, and their age around 16 to 25. I think the reason behind the gold is, for example, when the economy is a little bit slow, gloomy, and the young people, they want this kind of shiny status to break. Actually, the color trend is also a little bit related with, I would say, the mindset of consumers right now. But actually, a lot of brands, they are trying to have different expressions around this gold. I think maybe we don't go too much into the detail, John, so we can continue. Non, Yeah. non, bien sûr. Alors, mais c'est simplement pour dire que il ne faut pas se dire que la Chine, c'est un territoire qui regarde ce que nous on regardait il y a 2-3 ans et point final. Donc, on peut vous le mettre sur à peu près tout, c'est pas vraiment la question. Mais vous voyez qu'ici, on a des taux de croissance sur des catégories de produits assez précises, hein. Des dress shoes sans talons, plus 39%. Enfin, c'est pas négligeable, hein. Les bowling bags, on a plus 50%, etc., etc. Donc, on a un marché qui est assez clivant en réalité sur à peu près tous les paramètres. Pareil sur les prints. Alors là, c'est intéressant parce que effectivement, small dots ou dots, globalement, vous voyez, on est à plus 20, plus 20. C'est-à-dire qu'il y a parfois des parallèles. Quand on a quelque chose qui est en croissance, il va être en croissance en Chine aussi. Prenez les 3 premières tendances, vous voyez, on est à peu près entre 18 et 25%. C'est à peu près pareil en Chine. À peu près pareil. Donc, quand on a quelque chose qui est en croissance au niveau mondial, souvent, la Chine suit. Mais parfois, il faut reconnaître que la Chine va surperformer sur certaines tendances qui sont en décalage par rapport à ce qui fonctionne chez nous. Vous voyez, tout ce qui est floral. Bon, ici, ça n'a pas forcément fonctionné. Donc, on est obligé de décorréler un petit peu ce qu'on voit en Chine avec ce qu'on voit ici, mais en gardant en tête qu'il y a
beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'amuser. Et je pense que c'est un peu le thème et le terme. Il faut s'amuser en Chine. Il ne faut pas y aller parce qu'on est obligé. Il ne faut pas y aller parce que sinon on va mourir. On peut très bien mourir d'un point de vue business en mettant trop d'argent en Chine. Hein. Ce n'est pas du tout un marché facile. Il faut y aller si on a envie de se réinventer et si on a envie d'être un leader dans les années à venir. J'imagine mal un leader mondial ou une marque qui connaisse une réussite exemplaire qui est complètement oubliée de la Chine ou qui n'y soit pas présente. Et donc, le plus tôt on commence, le mieux. Si je vous demande, est-ce que dans 10 ans, vous serez présent en Chine et que vous me dites oui, je veux être présent et de manière forte, j'ai envie de vous dire, comme on dit en chinois, le plus long des voyages commence par un simple pas. Donc, autant commencer à y aller cette année, une fois, regarder, être accompagné par la fédération pour faire un certain nombre de découvertes, etc. Parce que les gens qui disent non, non, mais je veux vraiment y aller, mais c'est trop tôt, c'est pas le bon moment. Je ne comprends pas, moi, cette posture. En fait, bien sûr que c'est peut-être pas le bon moment, mais c'est jamais le mauvais moment de commencer quelque chose. Et c'est un marché compliqué à nouveau. Donc, il faut y aller, passer un petit peu de temps. C'est pas évident. Mais ce qui est évident, c'est que si on n'y va pas, on n'y réussira pas. Alors, pour y réussir, il y a beaucoup de règles du jeu, et l'idée n'est pas de les lister de manière exhaustive, très loin de là. Mais il y a quand même quelques éléments qui me semblent importants de rappeler. Et ces éléments tournent beaucoup autour de la fusion entre la communication et la distribution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on est habitué à, en Occident, avoir une segmentation entre le produit, la communication et la distribution. Je crée un produit, j'en parle, avant dans un défilé, dans un réseau, dans un showroom, peu importe. Et puis je le vends dans une boutique ou un wholesaler. La Chine n'a pas connu cette évolution-là. La Chine, en fait, elle s'est développée en même temps que le digital. Et pour le coup, le digital, lui, il a une différence fondamentale, c'est que le trafic physique entre un défilé et une boutique, ça n'est pas le même. Je me lève le matin, je m'assois dans un défilé et donc je suis dans un mood communication et je vois des choses. Je ne peux pas acheter, je suis assis. Et quand je vais en boutique, bah, je vais pour acheter, je ne vais pas pour voir de la communication. Et la Chine, comme elle s'est développée au moment du digital, quand vous voyez un défilé en vidéo, si vous cliquez, vous pouvez acheter. Donc en fait, la porosité du trafic entre la communication et la distribution, elle est absolue. Ce qui veut dire qu'à la fin, en Chine, et on l'a très vite vu, la communication et la distribution vont ensemble et vous ne pouvez pas les décorréler. La preuve en est qu'un des principaux canaux de distribution pour les marques, c'est WeChat, qui est une plateforme de communication. Donc à la base, WeChat, c'est une plateforme de communication. Ça serait presque insultant de dire que c'est un WhatsApp amélioré parce que ça va beaucoup plus loin que WhatsApp. Mais en réalité, c'est une plateforme de communication. Sauf que sur cette plateforme de communication, vous avez du trafic qui a été redirigé dans la distribution. Et donc aujourd'hui, toute cette question, effectivement, de dire qu'il n'y a pas un seul Chinois, à ma connaissance, qui n'a pas de réseaux sociaux, qui n'a pas WeChat. Donc vous avez 1,35 ou 1,40 milliards de comptes réseaux ouverts. Donc tout le monde a WeChat. Mais les gens ne l'ont pas uniquement pour s'envoyer des messages et se dire comment vas-tu. Parce que pour eux, la communication, l'achat, la distribution, à nouveau, elle est complètement symbiotique. Cette photo m'a toujours amusé. Vous avez des gens dans le métro à gauche et des gens qui marchent dans la rue. Aujourd'hui, elle ne sert plus à rien, cette photo, parce que malheureusement, la photo de gauche, on aurait pu la prendre dans le métro à Paris. Oui, c'est vrai. Sauf que cette photo, elle a 20 ans. Et la photo de droite, elle a 15 ans. Ça veut dire qu'à 15 ans, on s'était dit, tiens, et si on faisait des voix pour que les gens puissent regarder leur téléphone, parce qu'ils sont dangereux en termes de navigation à pied, parce qu'ils vont rentrer dans des gens. Et donc, cette réalité un peu morose, pour certains, n'a fait que s'accélérer, bien évidemment, avec une particularité qui est que vous n'avez pas en Chine Google, vous n'avez pas YouTube, vous n'avez pas LinkedIn, vous n'avez pas Facebook, vous n'avez pas Instagram. J'espère que vous appréciez les logos vintage qu'on peut quand même aller chercher pour vous. Et vous avez des équipements locaux. Alors, on pourra revenir plus tard pourquoi ils n'existent pas, ce n'est pas la question. C'est juste qu'en fait, ces plateformes qui existent sont un mélange de communication et de distribution. Point final. Et le meilleur exemple, c'est sûrement Douyin, qui est donc TikTok. TikTok, c'est une plateforme de communication chez nous. On voit des vidéos. En Chine, c'est une plateforme de communication et de distribution, puisque vous achetez, vous voyez un contenu, vous cliquez, vous achetez, etc. etc. Et en miroir, les lieux de distribution, qui sont les flagships, sont des lieux de communication, puisque votre boutique sert à communiquer, à exprimer la marque. Donc, la difficulté qu'on va avoir, elle est double. La première, c'est qu'il y a une question de ownership.
dans un grand groupe, dans une grande maison, on a quelqu'un qui gère la communication et l'autre qui gère la distribution. Bah, ça, c'est fini, c'est pas possible. De toute façon, il y a 10 ans, on a la même question que le digital. On avait un directeur digital et un directeur commerce. Et donc, on disait, bah, tiens, moi, c'est l'e-commerce, c'est le commerce. C'est plus possible. On a inventé ce terme d'omnichannel, qui est un peu ridicule, mais qui veut juste dire, bah non, on peut plus séparer, en fait, les ventes en ligne et les ventes dans une boutique. D'abord, les gens, parfois, ils achètent en ligne et puis récupèrent en boutique, ou ils voient quelque chose en boutique, ils achètent en ligne, etc. Et bien en Chine, vous avez pareil entre la communication et la distribution à nouveau, puisque vous n'arriverez pas à distinguer ce qui est de l'ordre de l'investissement qui va créer de la brand awareness et ce qui est de l'ordre de l'investissement qui est un ROI. Quand vous prenez un influenceur qui vous coûte 1 million de RMB et qui va générer 3 millions de RMB de vente, on ne peut pas vous calculer le ROI. Mais c'est clairement pas 3. 3 sous-entendrait qu'en fait, il n'a aucun impact sur votre brand awareness. Et donc, en fait, vous l'avez pris uniquement pour générer des ventes, comme si vous preniez Pierre Bénard, mais en chinois. La réalité, c'est que peut-être que dans ce million de RMB que vous avez payé, il y a la moitié qui est une forme de publicité que vous avez fait, où vous avez payé un influenceur, et l'autre moitié qui visait à générer des ventes. Et donc, si c'est moitié-moitié, alors 500 000 RMB, c'est de la pub, et 500 000 RMB ont généré 3 millions, et donc c'est un ROI de 6. Mais ça, c'est très difficile à mesurer. En tout cas, c'est la manière dont il faut fonctionner. Ça, c'est une certitude, parce que vous devez créer de l'awareness, et vous devez créer de la stickiness et de l'achat, etc., etc. Ça, c'est TikTok. TikTok, enfin Douyin. Aujourd'hui, on a entre 700 et 800 millions de users, assez équilibré entre hommes et femmes, 75% qui ont moins de 25 ans, donc c'est très jeune. Bon, maintenant, j'ai plus besoin d'expliquer Douyin parce que tout le monde connaît TikTok. À gauche, la plateforme la plus incontournable, c'est WeChat. Donc WeChat, c'est une plateforme qui pourrait plutôt être caractérisée par nous de système d'exploitation, puisque les Chinois passent entre 3 et 4 heures par jour sur WeChat. En fait, WeChat, c'est tout. D'abord, les gens n'envoient plus de mails, enfin quasiment pas, en Chine, avec très peu de mails. Ils n'envoient aucun SMS et ils ne s'appellent plus. Voilà. Les gens s'envoient des messages sur WeChat et s'appellent sur WeChat. Personne n'appelle un téléphone en Chine avec le plus 86, ça n'existe plus. Ça. Les gens s'appellent sur WeChat. Donc WeChat a la quasi-totalité des appels, quasi-totalité des messages. Donc les gens déjà communiquent par WeChat. Mais après, par extension, vous allez vous servir de WeChat pour payer, quasi systématiquement. Vous allez vous servir de WeChat pour travailler, puisque vous allez lire vos documents, vous allez même les partager, etc. Donc en fait, c'est un système d'exploitation qui est assez complexe, assez riche, et tout le monde passe plusieurs heures par jour sur WeChat. Mais dans WeChat, vous avez également des boutiques. Et donc, vous allez pouvoir communiquer. Enfin, ce n'est pas des boutiques, le terme exact, ce sont des comptes. Vous avez le compte des marques. Dans le compte de la marque, vous allez pouvoir voir son défilé, vous allez pouvoir voir un certain nombre de contenus que vous allez poster, mais il peut également y avoir un WeChat Store qui est une boutique, et donc vous allez naviguer entre de la découverte et de l'achat. Et ce qui est important, c'est que WeChat, c'est opéré par la marque. Donc, elle est propriétaire de trafic, de la vente, c'est ses ventes, elle va payer des coûts, enfin, c'est son canal. Donc, c'est comme un e-commerce sur un autre média. À la différence de Tmall que vous avez à gauche ou JD que vous avez à droite, qui eux sont des marketplaces. Et donc, quand vous allez vendre sur cette marketplace, sur Tmall, c'est pas vous qui vendez. En fait, c'est Alibaba. Vous vendez par Alibaba, mais vous n'avez pas le compte final du client. Vous ne savez même pas qui est le client, en fait. Vous n'avez même pas son nom. C'est une espèce de code aléatoire et le produit va lui être livré. Donc, vous allez avoir des données un peu macro sur les âges moyens, etc. Mais vous n'avez aucune donnée identifiable. Et vous n'avez pas de CRM que vous allez pouvoir travailler plus tard. Vous avez un CRM anonymisé que vous allez pouvoir travailler par les plateformes de marketing et de communication de Tmall. Vous allez payer pour faire des campagnes, mais c'est un système clos. Et c'est un système clos qui ne vous permet pas de connaître votre client final. Donc il y a un risque et il y a une limite, ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce sont des plateformes qui sont plutôt en France. Parce que plus vous vous développez, plus vous allez devoir payer de commissions et de médias pour faire revenir des clients qu'au final, vous ne garderez pas, qui ne vous appartiendront pas. Donc, il y a une question sur le modèle de Tmall. JD est un peu différent puisque vous avez la connaissance du client final, mais néanmoins, ça reste une marketplace. Donc, ce que vous amène les marketplaces, c'est du trafic. Mais il faut faire attention qu'elles ne vous amènent pas du trafic versus une non-maîtrise absolue du client final. Parce que sinon, c'est comme du wholesale déguisé, on va dire. En fait, un wholesaler, vous ne connaissez pas votre client final. Vous vendez un produit, puis il part dans la nature, etc. Mais si vous rajoutez à ça des taux de retour très élevés, des taux de réinvestissement très élevés, ça peut vite devenir très compliqué de s'en sortir. Douyin, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Et à droite, vous avez d'autres plateformes. L'avant-dernière sur la droite qui est Weibo,
Donc Weibo, c'est un peu l'équivalent de X, mais en plus puissant, parce qu'il y a beaucoup d'images, etc. C'est une plateforme que beaucoup caractérisent comme étant un peu en perte de vitesse. C'est vrai par rapport aux autres, mais ça reste quand même, vous avez quand même encore 500-600 millions de personnes sur Weibo. C'est vrai que les formats sont plus old school, et donc c'est plutôt pour une communication corporate. Et à droite, peut-être la plus importante pour la mode, qui s'appelle Little Red Book, donc Petit Livre Rouge. Vous avez compris l'ironie du nom, ou Xiaohongshu en chinois. Xiaohongshu, c'est intéressant, hein, vous avez moins de monde, hein, vous voyez 200-300 millions de personnes, mais ce sont beaucoup de femmes jeunes, beaucoup de femmes qui aiment la mode. Tier 1, donc principalement dans les villes majeures chinoises, avec un mélange de KOL, qui sont donc des influenceurs, et de consommateurs influents qui partagent leur vie, etc., etc. Donc, ces plateformes, elles sont vraiment il faut prendre le temps de les connaître. Je sais que la fédération, et Anne-Laure vous en parlera bien mieux, travaille beaucoup sur ces sujets. Je crois que Manon aide aussi comme elle peut sur ces sujets-là. Je dis comme elle peut parce que c'est des sujets complexes qui demandent beaucoup de temps, mais en tout cas, c'est fondamental de passer par là. Et donc, comme je vous le disais, la fusion des deux, c'est-à-dire la fusion entre la communication et la distribution, ça s'appelle le social commerce. Le social commerce, c'est en fait, en réalité, le fait d'être sur un réseau social et d'acheter en même temps. Voilà. Donc, les croissances, bon, elles sont alors 4000% de croissance, c'est bien. Ça veut dire que c'est parti de très bas. En fait, en réalité, c'est pas la peine d'aller chercher très loin. Mais ça veut quand même dire que le social commerce, en fait, en réalité, en GMV, hein, en GMV, il est passé d'à peu près 8 à 10% avant le Covid à presque 50% aujourd'hui. Ce qui est fou, hein, si on y réfléchit. Et ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le social commerce chez nous, je sais pas, c'est peut-être 1%, j'en sais rien. Enfin, c'est inexistant. En Chine, c'est 50% de GMV. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un Tmall et un JD, vous les avez ici, vont en fait travailler sur un marché qui, dans le meilleur des cas, représente 50%. Et à droite, vous avez un certain nombre de plateformes qui sont des plateformes de social commerce. On a parlé de WeChat, on a parlé de Douyin, qui est le deuxième. On n'a pas parlé de Pinduoduo. Donc, Pinduoduo est une autre plateforme. Pinduoduo, c'est entre autres le propriétaire, alors ce n'est pas son fait de gloire, mais c'est le propriétaire d'une société qui s'appelle Temu, Temu, qui vend des produits à bas prix en Occident. Pinduoduo, c'est un acteur très important de l'e-commerce chinois et qui sera peut-être amené à se développer ici, ça reste à voir. Le quatrième, c'est Kuaishou. Kuaishou, c'est un peu le Douyin de la campagne. Je m'irai en présence de mon avocat avoir dit cela, mais c'est pas du tout les mêmes, comment dirais-je, c'est pas du tout les mêmes cibles que vous auriez sur Xiaohongshu. C'était vraiment, c'est assez sympa d'ailleurs, hein. C'est des vidéos mais vraiment de la Chine un petit peu rurale, etc., de villes secondaires. Donc, c'est pas forcément les plateformes sur lesquelles vous allez aller en priorité. Mais donc, voilà, en tout cas, on a une importance très importante du social commerce. Manon, I don't know if you Yeah. want to share a few words Yeah, about these platforms. Sorry. Yeah, actually, I want to add some insights because here we see the split by platform. It's based on GMV. So, for example, Pinduoduo or Douyin, this platform, because they have, as we can see before, they have larger user base. So the GMV is higher. But if we go a step further to look at the average ticket value, and although the customer loyalty, I will say the refund rate, the Xiaohongshu, the Red Notebook, has the highest average ticket value, although lowest return rate. So it's just to say what you see the biggest GMV is not the biggest value. I think today for lots of fashion brands, especially for French brands, to go and to if we want to put the French brand value forward, Red. Even today, it's not the biggest social commerce platform, but they are pushing, and I think it's a platform that we should look at. Merci beaucoup. Et donc, en fait, effectivement, quand on regarde la manière dont les marques, comment dirais-je, Yes. considèrent les plateformes, vous voyez bien que Xiaohongshu, la première, Douyin, sont considérés quand même
comme des plateformes qui sont des plateformes porteuses et qui génèrent du ROI et donc qui, du coup, si on demande aux marques où est-ce que vous comptez investir en 2026, c'est elles qui vont continuer à truster. Donc, le premier Red, Douyin, deuxième, WeChat. Bon, après, tout ce qui est Tmall Live, etc., ce sont en fait différentes versions de Tmall, donc d'Alibaba. Vous avez également Taobao, dont les gens parlent beaucoup. La différence de Taobao, c'est que Taobao, c'est du C2C. C'est-à-dire que c'est, a priori, après, il y a des professionnels sur Taobao, mais le point de départ, c'est que Taobao, c'est un client qui va à un client. C'est un peu un eBay peut-être, je ne saurais même pas dire. Mais en gros, Taobao est devenu extrêmement puissant en Chine. Beaucoup de gens achètent sur Taobao. Et d'ailleurs, quelque chose qu'on oublie beaucoup, c'est que les gens, quand ils cherchent en Chine, ils vont d'abord sur Taobao. Ils tapent une marque. Et si cette marque est une marque officielle, ça les amène sur Tmall. Mais la clé d'entrée, c'est Taobao. Donc, il est important aussi de voir comment sa marque est référencée sur Taobao. Il faut voir, parce qu'en fait, c'est la clé d'entrée de l'écrasante majorité des consommateurs chinois, et il faut voir comment on y est présent. Le reste, je ne vais pas trop passer de temps dessus parce que je pense que ce n'est pas vraiment le sujet, mais il me semblait intéressant de parler un petit peu de ces points-là. Alors là, on est un petit peu peut-être trop dans le détail, mais je vous en parle très rapidement. Quand on demande aux marques quelles vont être vos priorités pour 2026, les influenceurs sont toujours extrêmement présents. Attention, les influenceurs en Chine, c'est pas la même chose qu'ici, hein. Les influenceurs en Chine, ils sont pas tous à Dubaï à demander à se faire rapatrier. Ce sont en fait beaucoup de segments de consommateurs ou de promoteurs d'influence. Mais vous avez parmi les influenceurs en Chine, par exemple, des segments qu'on ne connaît pas vraiment ici, qui sont, alors vous avez les KOL, donc Key Opinion Leader, vous avez les COL, Cultural Opinion Leader, par exemple, ce sont des gens qui sont extrêmement cultivés, qui connaissent bien l'Occident, la littérature, qui vont parler pendant très longtemps, etc. Donc, vous avez plein de types d'influenceurs. Vous avez les KOS, Key Opinion Sellers, donc c'est des vendeurs, c'est des sales, qui vont vous expliquer dans la boutique comment, pourquoi, comment c'est génial, ce produit est extraordinaire, etc. Donc, il y a une sophistication de ce qu'on met derrière l'influenceur, hein, en fait, en réalité, qui est énorme. Les short vidéos, donc ça, ce sont des formats vidéo qui sont plutôt adaptés à TikTok et consorts, social commerce, etc., etc. Vous voyez que le search marketing est en numéro 4. Et c'est vrai que le search marketing, il faut faire attention de ne pas mettre trop d'argent dessus. Mais c'est vrai aussi chez nous, hein, du reste. C'est vrai aussi en Occident, parce que maintenant, vous allez voir que les dépenses en search marketing vont beaucoup se déplacer vers le fait d'être référencé dans les moteurs d'IA, en fait. Et les gens voudront être référencés quand vous faites une recherche sur un moteur d'IA et pas uniquement quand vous faites une recherche sur Google. Bon, là, c'est un petit peu différent ce qui se passe, mais la conclusion est la même, c'est que les canaux d'accès à l'information ont changé. Et donc, du coup, le search est très secondaire. Ensuite, ici, on a préparé un petit zoom qui me semble important sur Little Red Book. Et je veux bien que ce soit Manon qui le fasse d'ailleurs. Manon, would you be okay? Yes. Please, So go ahead. here we show you the revolution, actually the evolution, the founding story of Red to explain you why Red is important for brands, because actually this is a user-generated content community fundamentally built around the shopping advice. So in 2013, this platform was invented and it started by overseas purchase advice. So actually, I think it's also interesting for some French brands today. Maybe you are not in China yet, but maybe there's already, Chinese living in France or overseas. They have visited your shop, they have purchased your products, and they will post comments on Red. And this is the main channel for, I will say today, because actually in China, we don't use Google. Red is almost become our search engine. So when we are looking for inspiration, when we are looking for new products, when we are looking what's trending, if, for example, if I go travel in France, what brands that's not in China that I want to buy, as a specialty in France, that's where people go. And then
I will say like since 2020, the consumer of a Red platform, it's really started to become like maturing. Like before, the consumers, the users, they're really here like around the product reviews. And now it becomes more like holistic lifestyle podium. People are talking about like not only fashion, but also beauty, lifestyle. And today it's become, I would say even travel, hobby, everything. So if we move to the slide next, Jonathan. So here we have some key figures about the Red users. Like we have 26 million monthly active users, highly female concentrated, 70% are female. But the male users are also growing very quickly, and they are actually growing quicker than the female. And the 50% they are like post 1995. Like the platform is quite young, as Jonathan already mentioned, and 50% from top tier cities. So very well educated and often like exposed to the international and the Western information source. And there, it's a very active platform for the content creator, like over 80 million content creators on Red, and they are posting like content every day. And there are 120 million. That's a very good news for brands, that 120 million users, they're actively seeking purchase advice on Red on a daily basis. And 47% they consider Red, like as I mentioned, as a key channel today for them to discover new products and ask opinions, like ask feedbacks from the community who already discovered or like know the brand. Yeah, and 70% they use it like a daily search. And yeah, so the next slide here, it's just show you quickly like when actually it's a little bit similar as how it's organized in Instagram. Like we have hashtag hot topics. So for example, here like hashtag OOTD, like outlook of the day. There's like 163 million posts about this topic. And you can see the image here. They are either by user, they created by themselves, or it's sponsored by brands as an influencer seeding. So here it's more to like give you some hints about how the other brands, they create desirability on Red before fully going in China, like I will say, like full investments to first warm up the brand. Yeah, so but what I wanted to share here is that, oh, je ne sais pas pourquoi je parle en anglais. Si vous voulez, je parle en chinois, mais enfin, non, ce qui est important sur Red, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a un besoin d'adaptation, et globalement en Chine, beaucoup plus fort que ce que on a en Occident, puisqu'effectivement, ici, on est habitué à avoir des plateformes en France, aux États-Unis, relativement similaires. Alors, on ne s'engage pas tous de la même manière, mais que ce soit Instagram, TikTok, etc., on connaît assez bien. Et là, tout d'un coup, ce n'est pas les mêmes plateformes, ce n'est pas les mêmes codes, ce n'est pas les mêmes hashtags, etc. Et donc, le réflexe de base, parfois, c'est de se dire, je vais prendre une agence, et donc je vais lui confier ma communication, puis je vais peut-être prendre un distributeur, et je vais lui confier ma distribution. Puis je vais peut-être me mettre un VIE ou quelqu'un sur place qui va me gérer tout ça. Et parfois, là, c'est le début de la guerre, quoi. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que votre VIE, lui, il est en grand écart en permanent entre votre distributeur qui veut écouler le maximum de produits possible, l'agence qui veut créer du contenu, mais qui ne sait pas vraiment comment engager pour transformer ce qu'elle va faire en communication en vente, et ça devient assez compliqué. Donc, moi, j'invite quand même à une certaine vigilance quant au fait de ne pas vouloir partir bille en tête à considérer que la Chine, c'est un marché comme les autres, mais plus gros, et que c'est super, on a une agence qui crée du contenu, puis voilà, etc., etc. Et les marques que vous verrez réussir en Chine ne sont pas toujours les plus grandes. Nous, on a beaucoup de clients qu'on a vus, comment dirais-je, qui ne sont pas forcément les plus grandes marques mondiales, mais qui ont connu des réussites exemplaires en Chine, parce que justement, ils ont pris le temps de se dire qu'est-ce que je peux faire et comment je peux être un petit peu plus holistique dans mon approche, et de me dire, tiens, peut-être même pas que holistique, un peu opportuniste. Les Chinois sont très pragmatiques. Le fait d'être opportuniste n'est pas une insulte, et de se dire, bah tiens, j'estime que mon produit pourrait très bien matcher avec cette tendance, ce type de
clientèle, ce type de canal de communication, par exemple, n'est pas forcément une mauvaise chose, me semble-t-il. Et ce qui est sûr, c'est qu'en Chine, il ne faut pas faire comme tout le monde. Il ne faut pas faire comme on vous a dit de faire. Tout ce qu'on vous a dit, vous pouvez le mettre à la poubelle. Non, mais blague à part, le fait de dire voilà les grandes tendances, donc il faut faire comme tout le monde, ça ne marche pas parce qu'en fait, malheureusement, vous n'aurez peut-être pas les moyens de battre les autres à leurs règles du jeu dans leur système. Par contre, vous pouvez très bien dire, tiens, dans ces tendances, il y en a une qui, moi, me plaît, et donc je vais prendre cette niche et je vais la travailler à fond. Une niche, en France, c'est tout petit. Donc, ça ne va pas vous permettre de réussir. Mais en Chine, si vous avez trouvé votre niche, c'est infini, en fait. À partir du moment où vous avez trouvé un type de clientèle et vous créez une viralité, je ne vais pas rentrer dans les débats de bistrot il y a 20 ans où L'Oréal disait 1 milliard de consommateurs chinois, c'est 2 milliards d'aisselles, donc on pourra vendre beaucoup de déodorants. C'est pas ça l'idée, mais néanmoins, il y a des niches et des segments de consommateurs qui sont extrêmement puissants. Donc, vous pouvez trouver votre univers de résonance et réfléchir à des manières d'exister. Ce qui est certain, c'est qu'en 2026, pour exister en Chine, il faut créer votre société. Je suis désolé d'être honnête. S'il y avait une solution magique, facile à faire depuis Paris au café, je vous le dirais, mais c'est plus possible pour des raisons même légales, en fait. En réalité, il faut créer votre société parce que vous devez déposer le nom de votre marque, parce que vous devez être propriétaire de votre compte WeChat Pro. Vous n'allez pas vendre par un compte WeChat de votre stagiaire, ça, il ne faut pas trop le faire. Tout simplement parce que si elle part en stage chez quelqu'un d'autre, elle vous prend tous vos clients. C'est pas top. Et donc, en fait, il faut créer votre boîte, il faut avoir quelques steps, on va dire, un petit peu structurants, qui ne sont pas extrêmement chers, mais qui sont un petit peu techniques. Et une fois que vous avez cette infrastructure de base, là, vous pouvez commencer à travailler localement et à itérer, à tester des choses. En particulier les live streaming, il faut faire des live streaming depuis Paris, c'est extrêmement apprécié parce que vous imaginez tous les flux qui arrivent tous les jours, c'est quand même assez différenciant d'avoir des choses qu'on fait depuis ici, ou trouver justement des KOL. Vous avez même des KOL chinois qui sont à Paris et qui eux-mêmes, en fait, font la promotion des marques, vendent des produits, etc. Donc, il y a plein de choses en réalité qui peuvent se faire. Je dis juste par honnêteté, parce que Anne-Laure, malheureusement, sait que je dis ce que je pense. Mais bon, je pense que je dis aussi, hein, c'est déjà pas mal. C'est qu'en fait, en réalité, on n'est pas obligé d'aller en Chine à nouveau. Il faut y aller si on est vraiment très motivé, très volontaire, qu'on mise un peu sur le long terme, parce que c'est pas facile et ça marche pas en 20 minutes. Mais néanmoins, à nouveau, c'est encore un des marchés les plus puissants pour faire ou trouver une caisse de résonance par rapport à votre énergie, à votre marque et votre souhait de développement, à condition de trouver les manières un petit peu de naviguer dans cet environnement-là. Voilà, donc j'arrête sur ces propos un peu génériques. J'avais promis de laisser la place pour qu'on ait une petite demi-heure d'échange, parce que je trouvais que c'était quand même important qu'on puisse répondre à vos questions, vous parler, et que je ne sois pas en monologue éternel. Je te rassure, Anne-Laure, j'ai encore plein de slides sur plein de trucs, mais je trouve que c'est quand même plus sympa qu'on puisse répondre à des questions. À nouveau, vous pouvez prendre la parole, puisque la Chine soulève beaucoup, beaucoup de questions en ce moment. Et c'est sympa qu'on puisse en parler ensemble. Tu peux même me Merci, poser toi les questions Jonathan. si tu veux, Anne-Laure. Pardon. Alors, effectivement, n'hésitez pas à prendre la parole et poser vos questions en direct. Suite à ton intervention, Jonathan, j'avoue je me dis, est-ce que si j'incarne une marque française, il y a un côté très excitant parce que le marché chinois est sans limite, qu'il y a des règles qui sont à la fois très claires et autres, mais je suis une TPE-PME française. Comment je peux y aller? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que je passe uniquement du digital? Est-ce que le offline euh, est nécessaire? Comment tu vois les choses? Je pense qu'il n'y a rien de nécessaire, en fait. Enfin, je peux te donner 10 exemples de choses qui ont très bien réussi et qui sont à l'antilogique de ce qu'il faut faire. Ce qui est certain, c'est que pour moi, en Chine, le digital est plus cher que le offline, étonnamment. Mais on le voit ici aussi d'ailleurs hein, maintenant. C'est-à-dire le trafic en ligne finit par coûter plus cher que le trafic dans la rue. Donc au final, parfois, aller online dans l'optique de réussir. Je ne parle pas juste de créer un compte WeChat et de dire, bah, tiens, croisons les doigts et espérons qu'on va avoir 3 likes, quoi. Mais aujourd'hui, l'acquisition online peut être extrêmement chère en Chine. Et à l'inverse, on peut trouver des choses assez innovantes.
parfois en partenariat avec des retailers, des multimarques, des concept stores, tu vois, des choses un peu sympas offline qui permettent d'exister. Pour moi, une marque, elle peut vendre en ligne, mais elle ne peut exister qu'avec le offline. Donc la question du point de départ, qui est de dire: «Est-ce que je peux rentrer qu'en ligne?» Oui, c'est possible. Mais si tu rentres qu'en ligne, il faut que tu existes par un autre canal. Est-ce que tu existes parce que tu existes déjà par ton canal à toi, qui est que tu as une communauté Instagram extraordinaire et cetera? OK. Dans ces cas-là, il va falloir trouver une manière de translater cette awareness que tu as dans ton pays d'origine, en créant des comptes, en relayant, en trouvant des KOL et cetera. Mais il va falloir exister, parce que toi, en ligne, tu ne pourras pas exister. Tu pourras juste vendre. Moi, je ne crois pas à une marque qui se crée, qui devient très puissante qu'en ligne. Enfin, une marque française qui devient que puissante en ligne en Chine. Ça, j'y crois pas. Et je vais te le prouver. Je ne connais pas de marque chinoise qui soit devenue très puissante qu'en ligne en France. Je ne parle pas de marketplace, hein. Je parle pas je parle d'une marque, hein, maintenant. Une marque avec une vraie existence, avec des vrais produits qu'elle fait elle-même, etc. C'est pas possible. Les gens veulent connaître les marques, ils veulent les voir dans la rue, ils veulent rentrer, ils veulent toucher les produits, etc. Donc, en fait, il est important de trouver une manière d'exister. Par contre, on peut tout à fait vendre en ligne et trouver une manière intelligente de surfer sur d'autres personnes. Mais c'est un peu court-termiste, voilà. À un moment donné, il va falloir quand même se poser la question, de la présence physique, parce que si on y va juste tout seul que online et qu'on veut y arriver, ça coûte très, très cher. Et parfois, ça coûte moins cher d'aller voir un concept store et lui dire: «Regarde, j'ai une marque géniale, on fait un deal, je trouve un petit espace avec toi, regarde, un truc un peu sympa, je viens, je fais, et je te donne un espace à Paris». Je sais pas, enfin, faire un truc un petit peu, de commerce, à l'ancienne, que de juste dire: «OK, il faut à tout prix que je sois, très présent sur WeChat». Vous ne pourrez pas être très présent sur WeChat. C'est impossible. Vuitton n'arrive pas à être très présent sur WeChat. Vuitton, sur WeChat, prend les clients qui tapent Vuitton. Mais quelqu'un qui tape: «Quel temps fait-il aujourd'hui?» va pas tomber sur Vuitton. Donc en fait, le trafic est extrêmement cher en Chine, online. Donc vous pouvez passer par des marketplaces, mais même si vous êtes sur Tmall, comment on va vous trouver sur Tmall? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui me dit: «Bah, moi, je vais venir en Europe et je vais me mettre que sur Amazon et je vais devenir riche», je vais dire: «OK, bah, bon courage, mets-toi sur Amazon». Mais comment les gens vont trouver ton produit sur Amazon? Vous voyez? C'est un peu pareil. C'est, oui, bah, les gens vont me trouver sur Amazon parce que j'en vends tellement que je vais être numéro 1. Enfin, voilà. Donc le online, il a quand même ses règles du jeu, tu vois? Et c'est très dur de les contourner. Le offline, en général, nous, les Français, on est un peu créatifs. On travaille moins que les Chinois, ça c'est vrai. Mais on est un peu créatifs. On aime bien le rapport humain. On est un peu relationnel, donc des fois, on arrive à avoir des copains et à dire: «Tiens, je vais tenter un truc», commencer à exister, avoir une idée. Donc je pense que l'offline a des cartes à jouer, surtout en ce moment où la Chine ne vit quand même pas ses heures de plus grande gloire du retail et de la distribution et où du coup, il y a des places à prendre, et des formats un peu créatifs qui peuvent être marrants. J'espère que j'ai bien pas répondu à ta question. Ah ouais, merci. Est-ce que vous avez des questions les uns les autres? Sinon, je pars en format conversationnel avec Jonathan parce que c'est toujours très riche et j'enchaîne pour débattre un peu sur les différents formats. N'hésitez pas, alors je pars dans ce cadre-là, n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions, je suis sûre qu'il y en a beaucoup et que personne n'ose. Concrètement, si je raconte un petit peu l'histoire de la Fédé et de notre départ vers la Chine, on a essayé X façons, et ce depuis même avant Covid, d'aller s'implanter en Chine. Un peu trop sur le offline, un peu trop sur le online, et petit à petit, on a trouvé, nous, au niveau de la fédération et avec Tiffany, un rythme qui est ce qui est, mais qui fonctionne plutôt bien et qui est un mélange de offline et de online. Concrètement, je pense que c'est quelque chose qui s'applique aussi à vous, les marques. Quand je dis ça, c'est qu'il ne faut pas partir dans un excès tout sur le online ou faire abstraction, comme disait Jonathan, surtout pas faire abstraction du online. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit les marques françaises se faire accompagner par des showrooms. Les showrooms chinois multimarques s'intéresser aux marques françaises et créer des partenariats win-win qui vont se faire et sur une présentation physique lors des Fashion Week et sur les réseaux sociaux. On voit, donc il faut vraiment considérer ces mariages comme des partenariats
qui vont vous aider à trouver un équilibre. Je dis ça parce que effectivement, de partir soit sur le trop offline, soit sur le trop online, en fait, à la fin, on ne sait plus de quel côté aller. Ça crée aussi des budgets nécessaires très, très forts, alors que de trouver simplement parfois le bon partenaire peut vraiment vous aider et vous guider. C'est ce qu'on a c'est ce qu'on fait depuis déjà quelques années avec Jonathan et avec ses équipes, d'identifier les bons showrooms, d'identifier les bonnes façons de faire avec Manon, Yuchan et Tiffany. On essaye de petit à petit déplacer les curseurs. On a, comme l'a fait Jonathan, enfin, comme l'a dit Jonathan, créé un compte WeChat. Pourquoi? Parce que c'est le passeport, la clé d'entrée sur ce marché pour être identifié. Un client, un showroom, un acheteur, il va d'abord voir si vous existez sur WeChat pour voir si ça a du sens de travailler avec vous. On a ensuite développé un compte Little Red Note pour être plus visible. Et petit à petit, on avance et on essaie aussi de faire avancer les marques. On note dans cette exemplarité, dans ce format-là, que des marques comme Antique Batik, comme Sessoun, American Vintage, pas des moindres, ont avancé petit à petit comme ça leur pion. Et certaines d'entre elles, même sœurs également, on a d'abord travaillé avec des partenaires. Parfois, on changeait de partenaire pour finalement faire un bon trafic sur le wholesale et maintenant ouvrir carrément des points de vente. Donc, il ne faut pas non plus voir la Chine comme un grand marché inquiétant, mais vraiment un marché qu'il faut prendre step by step, mais avec un vrai accompagnement sur lequel il faut considérer un 360, mais il ne faut pas rester tétanisé devant l'étendue du chantier. Le plus important, comme disait Jonathan, c'est déjà de considérer la Chine, de protéger sa marque, de bien sûr déposer sa marque, et petit à petit de construire la Chine en trouvant, en montrant son ADN, la force de son ADN, en poussant les produits de niche par rapport au marché chinois, et comme ça, petit à petit, gagner du terrain. Ça représente quand même un marché extrêmement important. Et si je peux rebondir sur ce que tu as dit, il faut s'amuser. Je suis désolé, hein, mais on a la chance de travailler dans des industries qui sont extraordinaires. On ne vend pas des anti-moustiques, on n'opère pas des enfants à cœur ouvert toute la journée. Donc, on a la chance d'être dans des industries extraordinaires. Et parfois, on se laisse un peu absorber par le quotidien, la pression, la complexité, la technicité. Mais on a tous beaucoup de chance. En Chine, il faut s'amuser. Les Chinois, c'est des grands enfants. Je suis désolé, c'est des grands enfants. Quand moi, je travaille avec des dirigeants de sociétés cotées en bourse, et Manon peut en attester, on s'écrit, ils envoient des emojis avec un petit bonhomme qui pleure, quoi. C'est des grands enfants. Les gens écrivent sur WeChat, on s'envoie des emojis toute la journée. À n'importe qui, hein. Je veux dire, c'est pas un message en 5 paragraphes envoyé par son assistante, quoi. Et vous le voyez, je veux dire, vous allez en Chine, vous avez des boutiques énormes, Pop Mart, avec des peluches, des laboubous. Enfin, c'est un pays de grands enfants. Et donc, il faut s'amuser. Et les Chinois sont très, 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 très forts. Ils ont un fake au mètre extraordinaire. Dès que vous êtes fake, dès que vous jouez, ça ne marchera jamais. Si vous vous amusez, vous êtes sympa, vous atterrissez de l'avion, vous allez prendre une douche, si vous êtes fatigué, vous allez dormir. Le lendemain matin, vous vous levez, vous êtes énergique, vous allez voir les gens, vous parlez avec eux, etc. Cette énergie que vous allez leur donner, ils vont vous la rendre fois 100. Faites-moi confiance. Vous leur donnez, ils vous rendront fois 100. Par contre, vous arrivez énervé, tendu, pas bien, ils ne vont rien vous rendre du tout. Ou ils vont vous rendre votre énervement fois 100. Alors ça, je ne vous le souhaite pas. Donc en fait, il faut vraiment y aller pour se marrer, pour s'amuser, pour voir des opportunités, il y en a. Et les Chinois, enfin les partenaires chinois, quand je dis les Chinois, je n'ai pas envie que ce soit pris de manière un peu réductrice, ça serait mal me connaître, j'y ai consacré une partie de ma vie et j'adore la Chine très profondément, mais les partenaires chinois que vous allez rencontrer, en fait, ils ont plus besoin de vous que vous d'eux, en réalité. Ils sont dans un pays qui a 1,4 milliard de personnes, ils doivent chercher des marques, ils doivent les vendre. Enfin, franchement, ils sont plus en galère que vous, hein. Donc, en fait, vous avez, ce que vous leur amenez, c'est extraordinaire. Vous leur avez une marque qui est unique, qui est portée par quelqu'un qui est passionné, qui vient avec son envie, sa motivation, ses produits, qui vient vers eux. C'est super. Ils ont plus besoin de vous que vous d'eux. Voilà, point. Donc, en fait, l'idée n'est pas que ça vous donne une forme d'arrogance, c'est juste de dire qu'en fait, vous pouvez identifier ça en disant, mais qu'est-ce que moi je peux t'amener? N'allez
pas vous demander en Chine qu'est-ce qu'on peut vous amener. Ça sert à rien. Qu'est-ce que vous pouvez leur amener? Si vous pouvez leur amener que une fois par an, vous envoyez un artisan que vous faites voyager et qui montre comment il fait les produits en local, ou que vous faites une série limitée, ou je ne sais pas ce que vous allez faire, bah, vous allez voir que ça va être extrêmement bien reçu. Et vous allez récupérer beaucoup de choses en retour. Mais honnêtement, la plupart des partenaires intelligents, hein, sont extrêmement positifs et ouverts. Je pense qu'Anne-Laure ne te dira pas le contraire. Quand une marque vient, quand elle demande à rencontrer, tout le monde se plie en quatre. Franchement, j'ai jamais vu une marque française me dire je suis allé à Shanghai, j'ai voulu avoir un rendez-vous, je ne l'ai pas eu, on m'a mis un assistant. C'est pas vrai. Je suis désolé, c'est pas vrai. Par contre, j'ai vu des Chinois qui m'ont dit ça c'est vrai. Je viens à Paris, je suis un client important, j'ai demandé un rendez-vous, on m'a pas reçu. Ça, on m'a dit. Mais dans l'autre sens, c'est pas vrai. Si vous venez avec une proposition de valeur, que vous êtes motivé, que vous êtes volontaire, honnêtement, vous serez très bien reçu, vous aurez plein de choses à faire. Donc, il faut un peu démystifier la Chine. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à y faire. C'est une conviction personnelle, mais je pense qu'elle est partagée par beaucoup de Chinois. Il ne faut pas effectivement sous-estimer parfois les prises de contact par des Chinois parce que ça fait peur ou parce qu'il y a une barrière de la langue et puis qu'il y a une espèce de grande nébuleuse. Si vous êtes contacté par des showrooms chinois, n'hésitez pas à contacter notre équipe afin qu'on identifie si ça peut être une vraie opportunité, si la personne, voilà, pour une question de réassurance et de voir si on peut vous aider sur ces sujets. Jonathan, je te remercie beaucoup pour cette intervention extrêmement riche. Je vais me permettre de repartager mon écran pour continuer un petit peu, pour compléter le propos, mais de façon, recentrée sur les actions de la fédération. Un grand merci. Merci à vous tous, bon courage, bon voyage en Chine et n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bonne journée. Merci, Jonathan. Hop, donc hop, non, voilà. Donc, pour reprendre un petit peu pour vous représenter un petit peu les actions qu'on vous propose sur la Chine. Concrètement, comme je vous le disais, depuis quelques années, on fait un travail de fond avec Tiffany, Yuchen et Manon pour identifier pour vous les bons showrooms chinois, les showrooms chinois qui vont vous accompagner et autres. Dans ce cadre-là, parce qu'on considère qu'effectivement, travailler avec un showroom est une porte d'entrée à ne surtout pas négliger, voire à prioriser, nous organisons, nous lançons aujourd'hui un appel à candidature pour nos prochaines rencontres showroom chinois. L'appel à candidature a lieu, va être lancé aujourd'hui, c'est ça, Tiffany? Ou a déjà été lancé il y a quelques jours? Il a déjà été lancé il y a quelques jours. Voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous inscrire. L'idée est très simple, c'est qu'on fait un appel à candidature, on vous demande de compléter un dossier qui nous permettra de présenter, de réfléchir un petit peu à votre profil en interne avec Manon et Yuchen, de voir également par rapport aux appétences et les échanges que nous avons avec les différents showrooms chinois, si votre profil de marque peut répondre à la demande ou non. Donc, effectivement, nous avons un nombre de places limitées sur cet appel à candidature, sur cette opération matchmaking. La sélection se fera vraiment pour optimiser le matchmaking et faire en sorte qu'on puisse vraiment vous accompagner dans cette relation avec les différents showrooms chinois. Ça se passera en ligne. On fera d'abord avec Manon, Yuchen et Tiffany un petit échange, un échange avec les différents showrooms. On reviendra vers vous et par la suite, on organisera des rendez-vous avec les différents showrooms qui auront montré un intérêt pour votre marque en ligne. Il n'est pas rare, nous avons déjà fait ce genre de format sur les années précédentes, il n'est pas rare qu'avant de signer, les marques se disent et souhaitent aller en Chine par la suite pour rencontrer le showroom avant de signer. C'est tout à fait normal et ça vous permettra de mieux comprendre les attentes et de mieux entamer la relation. Mais nous sommes là déjà pour bien amorcer les rencontres, les négociations avec les différents partenaires.
Donc, date limite de candidature, mardi 28 avril. Bien sûr, ces rencontres ne sont possibles qu'avec l'aide du défi, le soutien du défi. Hop. Je voulais également vous rappeler le dispositif des subventions. Donc, depuis maintenant 4 ans, je crois, on intervient sur la partie showroom fees pour aider les marques dans leur partenariat avec les showrooms. Donc, pour les marques qui sont éligibles au défi, nous vous proposons une subvention qui est cette année de 60%. Sur la partie showroom fees avec des dépenses plafonnées à 6 000 euros hors taxe. Donc, 6 000 euros par semestre. Donc, n'hésitez pas à faire d'ores et déjà les demandes si vous êtes déjà accompagné par un showroom et que vous payez déjà des showroom fees. N'hésitez pas à faire vos demandes de subvention sur Connexion Mode, car le premier semestre s'arrête, les demandes de subvention pour le premier semestre s'arrêtent demain. Prochainement, voire dans les prochains jours, vont être mises également en ligne les demandes de subvention pour le second semestre. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un coup de pouce, à vous identifier. Donc, comme vous le voyez, on a aidé un certain nombre de marques sur ces mariages. Donc, Bourienne, American Vintage, Arizona Love, Antique Batik, Diega. Donc, en fonction du niveau de maturité de la marque par rapport au marché, on les a aidés soit vraiment dans la rencontre, soit sur un autre projet qu'on appelle l'opération KOS French Selection. Je lance une petite vidéo qui vous montre le volet 2 de notre action sur la Chine. Voilà, l'idée, c'est qu'on a créé quand même, on a favorisé pas mal de mariages entre des marques françaises et des showrooms chinois. Et on a souhaité valoriser ces mariages et surtout valoriser les marques françaises au moment des Fashion Week au sein de ces showrooms. Donc, on a travaillé avec une sélection de showrooms. Pour cette première édition, nous avons travaillé avec Blooming, avec XY Showroom, avec The Cool Hunter. Et avec ces 3 showrooms, nous avons identifié par showroom un certain nombre d'influenceurs, de KOL, en fonction de leur communauté. Et chacun de ces KOL est venu faire des essayages, faire des posts, enfin préparer des posts qui ont été mis sur les réseaux sociaux au moment des Fashion Week, de façon à booster la visibilité des marques françaises pendant la Fashion Week à la période des ventes. Donc là, on vous a fait un petit best-of grâce aux différents posts. On a fait une petite compile de ce qui a déjà été publié sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la continuité, c'est la suite logique de notre action en Chine. Je profite de ce focus pour parler Asie de manière plus générale. Donc, nous avons parlé de la Chine. Nous vous rappelons que nous avons également des actions dans 2 autres pays sur ce deuxième semestre. Nous avons une opération à Tokyo qui s'appelle Mode in France Tokyo, qui a le plaisir d'accueillir des marques françaises pour présenter leur collection d'été du 22 au 24 juillet. C'est un rendez-vous incontournable avec les acheteurs, les partenaires japonais. Nous avons également un format plus destiné aux jeunes marques qui souhaitent pénétrer ce marché pour la première fois, qui s'appelle Niche Shaker. C'est un format à distance avec un relais sur place pour merchandiser et présenter vos collections avec un professionnel. Notamment, nous travaillons avec le showroom multimarque Talent to Trend. Donc, ces 2 opérations ont lieu du 22 au 24 juillet. Il est à noter que Goldman Sachs a récemment annoncé, dans les mois prochains, annonce une réévaluation du yen versus le dollar et versus l'euro, une réévaluation du yen dans les prochains mois. Donc ça, ce sont des signes quand même très encourageants. Donc c'est un marché qui se reconfigure, qui est en train de se réinventer et avec le soutien d'une monnaie plus forte qui sera
un marché à ne surtout pas négliger. Dans la continuité de ces opérations à Tokyo, nous vous proposons également une opération à Taipei qui s'appelle Showroom In, Made in France by Showroom In. Donc, ces différents marchés, nous vous accompagnons avec le soutien du défi, avec des plans de subvention. Sur la Chine, vous l'aurez compris, vous bénéficiez de 60% sur la partie Showroom Fees. Sur Tokyo, que ce soit sur Made in France ou Milkshaker, vous bénéficiez d'une subvention allant jusqu'à 60%. S'il y a déplacement, c'est même 60% sur la partie package, hébergement et avion. Sur l'opération à Taipei, nous intervenons à hauteur de 50% sur la partie stand et aménagement du stand. Nous intervenons, j'élargis un petit peu le scope, destination désormais Europe. Nous intervenons également pour soutenir les marques françaises sur le salon Scoop à Londres avec une subvention allant jusqu'à 40% sur la partie stand et aménagement du stand, ainsi que sur l'Italie, sur le White à Milan, à hauteur de 30% sur la partie stand, ou sur une partie showroom fees, donc 30% de showroom fees plafonnés à 10 000 €. Et enfin, destination USA que nous allons travailler plus précisément encore demain, puisque nous allons vous donner rendez-vous demain pour un nouveau focus USA. Sur ce deuxième semestre 2026, nous soutenons les marques françaises à hauteur de 50% sur le salon Cabana à Miami, sur les salons Art de Vivre, Shop Object et New York Now, qui auront lieu du 2 au 4 août 26. Nous intervenons également sur les salons Coterie et Magic, que nous ferons intervenir par ailleurs demain sur le prochain focus, ainsi que sur Designer and Agent et Brand Assembly. Il est à noter que tous les salons new-yorkais auront cette petit lieu exactement aux mêmes dates et seront subventionnés entre 40 et 50% sur la partie stand et aménagement du stand. Pourquoi je refais ce zoom sur les subventions? C'est que les demandes de subventions sont désormais ouvertes sur Connexion Mode. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait, n'hésitez pas à faire la procédure habituelle. Demain, rendez-vous donc avec les US, avec le salon Coterie Magic, avec notre partenaire Informa, ainsi qu'avec notre partenaire Business France, notamment l'ambassade de France aux États-Unis, l'attaché douanier de Washington. Nous allons parler tout d'abord opportunités de marché, et ensuite nous allons traiter du sujet difficile des douanes. Quels sont les vrais taux de douane qui s'appliquent actuellement, d'une part, et on parle également beaucoup de la procédure de remboursement. Donc, demain, nous aborderons ce sujet de 14 h à 15 h 30. Je reste pour ma part, ainsi que Tiffany et Irène, à votre disposition pour toute information complémentaire. N'hésitez pas. Je profite d'avoir encore le micro pour les remercier de leur investissement et de remercier également Manon et Yuchan, ainsi que toutes les équipes de la fédération sur ces focus. On reste à votre disposition, n'hésitez pas, et je vous donne rendez-vous à demain. Merci à tous.